Alors maintenant, je vais parler de la preuve du résultat de Dyatlov et Jean. Je vais me placer essentiellement en courbure constante égale à -1. Et ça sera en dimension 2 uniquement. Ce que je note mu, c'est toujours ce qui était écrit là tout à l'heure, c'est toujours une mesure qui est obtenue comme limite à partir des fonctions propres. Et là, le résultat, c'est que si je prends un oméga, un ouvert non vide, alors sa mesure est strictement positive. Il y a même un résultat plus quantitatif que ça, hein, je l'énonce comme ça. Et ça, c'est basé sur le principe d'incertitude fractale dont Semyon Dyatlov nous a parlé au séminaire avant les vacances. Alors, comment va marcher la preuve ? Il y a une partie un peu dynamique symbolique qui ressemble un petit peu, et par contre, le principe d'incertitude qui est utilisé est vraiment très différent de celui qu'on avait utilisé tout à l'heure. Alors, je vais... Dans ma couche d'énergie, j'ai mon ouvert oméga. Et je vais introduire deux fonctions test. Alors, il y en a une qui a support, une qui va s'appeler Ki1. Elle est à support dans oméga, mais elle vaut 1. Elle est constante égale à 1 sur un ouvert strictement plus petit. Elle est constante. Et puis, Ki2, c'est 1 moins Ki1. Et bien sûr, je vais supposer que oméga, c'est pas la couche d'énergie en entier, sinon il n'y a rien à faire. Donc je vais supposer aussi que le complémentaire de oméga est non vide, sinon il n'y aurait rien à faire. Donc là, le Ki2, c'est 1 moins Ki1. Et ça c'est, pour l'instant, ces fonctions test sont définies sur la couche d'énergie, mais il faut que je les prolonge dans un petit voisinage de la couche d'énergie dans le fibré cotangent. Donc je vais les prolonger en des fonctions à support compact. De sorte que je veux continuer à avoir Ki1 plus Ki2 égale 1 sur un voisinage de la couche d'énergie. En fait, je vais même supposer, je vais supposer qu'elles sont homogènes dans un voisinage de la couche d'énergie. Je vais supposer qu'elles sont... Je les prolonge par homogénéité, c'est-à-dire si norme de Xi est suffisamment proche de 1. Donc si je les prolonge comme ça dans un voisinage, je garde cette relation dans un voisinage. Et puis je vais supposer qu'elles sont à support compact. Voilà, et elles sont supportées Donc ici, si vous voulez, ma partition entre guillemets, elle a juste deux éléments. Hein. J'ai deux opérateurs. Donc, quand on va faire de la dynamique symbolique, l'alphabet, c'est juste... il a deux lettres, 1 et 2. La lettre 1, c'est en gros, on est dans oméga.
Et la lettre 2, c'est on est à l'extérieur de oméga. Je vais reprendre un petit peu les mêmes notations qu'avant, mais sauf que maintenant, mon alphabet, il a seulement 2 lettres. Et oui, ce que je vais appeler qui chapeau, c'est ce qu'on... Ça, c'est des fonctions test sur l'espace des phases classiques, mais je peux les transformer en opérateurs en utilisant un procédé de quantification. Et le principe d'incertitude fractale, enfin, il va falloir expliquer pourquoi ce que je vais écrire, ça se ramène au principe d'incertitude fractale, mais on a une estimée qui ressemble un peu à l'estimée dispersive, mais dont la preuve est complètement différente. Ça dit que si je me donne un mot il va falloir préciser la longueur du mot, mais en gros, ce que je veux, le genre d'estimée qu'on va dire, c'est que ça va vraiment ressembler beaucoup à... donc on projette sur l'élément alpha 0 de la partition au temps 0. Au temps 1, on projette sur l'élément alpha 1. Et ceci jusqu'au temps n-1. Alors ici, il n'y a pas besoin de rajouter un projecteur spectral, mais c'est simplement parce que d'emblée, mes deux fonctions test, elles sont de toute façon à support dans un voisinage d'une couche d'énergie. Donc je n'ai pas besoin de le faire. Et donc le principe d'incertitude, il va me dire que cette chose-là tend vers 0 comme une puissance de h. Et ça, c'est vrai pour des n qui sont aussi un multiple du temps d'Ehrenfest. Et donc il y a un ρ 0 qui est entre 1,5 et 1. Là, je suis en courbure moins 1. Donc le 1 qui apparaît, c'est toujours c'est celui qui correspond à la séparation exponentielle des géodésiques. Et surtout le 1,5. Et ça, c'est pour cette estimée, elle est vraie pour n égale 2 ρ 0 log h. Alors, le bêta qui apparaît, il dépend complètement de l'ouvert oméga. Il n'est pas ni explicite ni optimal. Donc, étant donné que ce bêta est de toute façon est assez difficile en fait, à optimiser, le ρ 0, en fait, on ne va pas non plus chercher... dans la preuve, on va juste utiliser le fait qu'il existe. On ne va pas forcément avoir besoin de l'optimiser. Mais juste, je veux quand même commenter, c'est que... Donc, ce ρ 0, on est aussi au-delà du temps d'Ehrenfest. Alors déjà, je peux... Comme tout à l'heure, en fait, j'ai écrit le principe, j'ai écrit cette estimée en allant des temps 0 à n, mais comme tout à l'heure, en conjuguant, je pourrais écrire la même estimée en conjuguant par l'équation de Schrödinger. Au lieu d'aller du temps 0 au temps plus n, je pourrais aller de moins n sur 2 à n sur 2. Pour un peu mieux comprendre dans quel régime on est en train de se placer. Donc si je fais cette conjugaison, je commence au temps moins n sur 2 et j'arrive jusqu'au temps n sur 2. Alors on voit que là le n sur 2, donc le temps qui apparaît ici, c'est maintenant ρ 0 log h. Et ce que je dis, c'est que nécessairement, cette estimée n'a de chance d'être vraie que pour ρ 0 plus grand que 1,5. Ça ne serait pas forcément un problème si elle était vraie avant, mais il se trouve qu'elle n'a aucune chance d'être vraie avant 1,5. Donc on doit nécessairement avoir ρ 0 plus grand que 1,5
pour que l'estimé ait une chance d'être vrai. Pourquoi? Parce que si au contraire ρ0 est strictement plus petit que, ou est plus petit que 1,5, en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cet opérateur-là, on peut le considérer comme étant un opérateur pseudo-différentiel classique. Je vais continuer à utiliser, enfin, oui, je sais pas si... En effet, l'opérateur là, qui est là, si ρ0 est trop petit, ça, je peux l'écrire comme, comme un opérateur pseudo-différentiel classique. Là, il y a des alphas partout. Là, c'est alpha n moins 1. C'est juste les temps qui ont été décalés, les indices. Voilà, donc si le ρ0 était trop petit, on se retrouverait dans un régime où cet opérateur, c'est vraiment un opérateur pseudo-différentiel classique, et je peux y penser comme étant, je prends juste la fonction suivante sur l'espace des phases classiques, je prends qui alpha 0 autant moins n sur 2, qui alpha 1 autant moins n sur 2 plus 1, et jusqu'à la dernière fonction autant n alpha sur 2, et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça appartient à la classe de fonctions S rho 0. Et en fait, pour un opérateur, alors pour un opérateur pseudo-différentiel, alors on avait juste vu une inégalité, on avait vu l'inégalité de Calderon-Vaillancourt qui dit que la norme d'un opérateur pseudo-différentiel de L2 dans L2, c'est majoré par la norme L infini de A On avait vu juste une majoration, mais en fait c'est vraiment quasiment une égalité parce qu'en prenant une fonction test bien choisie, essentiellement la norme de l'opérateur, c'est vraiment la norme infinie de la fonction. Or, au moins pour certaines suites, cette fonction, elle peut prendre il n'y a aucune raison qu'elle ne prenne pas la valeur 1. Et donc, a priori, il n'y a aucune... tant qu'on reste dans le régime, ou dans le régime classique, cet opérateur va avoir une norme qui est plutôt d'ordre 1. Donc il est vraiment en fait nécessaire de dépasser le temps d'Ehrenfest pour espérer qu'une inégalité comme ça puisse être vraie. Ça, c'est une première chose. Oui, peut-être aussi une petite remarque, c'est que... Bon, c'est un peu secondaire, je pense qu'ils ont eu raison. Moi, dans ce qu'on avait fait avec Stéphane, on avait utilisé l'équation de Schrödinger. Dans Dyatlov et Jean, en fait, ils ont utilisé l'équation des ondes. L'avantage, c'est que... Donc ça veut dire que quand on prend l'équation des ondes, ça veut dire que le flot géodésique, il va à vitesse 1 sur toutes les couches d'énergie, au lieu d'avoir une vitesse qui dépend de l'énergie. Et c'est plus propre en fait de faire comme ça parce que finalement la relation la vitesse de dispersion c'est la même sur toutes les couches d'énergie et on ne se retrouve pas à avoir des petits décalages entre les différentes énergies qu'on regarde. Donc c'est bon, c'est effectivement probablement plus propre de le faire avec l'équation des ondes qu'avec l'équation de Schrödinger. Et alors je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est expliquer pourquoi cet estimé elle a un rapport avec le principe d'incertitude fractale que nous a exposé Semyon Dyatlov avant les vacances. Et puis, comment on peut conclure, ça sera soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Il existe un bêta, mais on peut le... Dans la preuve, ce qui sera important, c'est que
Ouais, le bêta est pas... Même si on suit la preuve ligne à ligne, on peut probablement... Enfin, le bêta dépend du... En fait, en plus, le bêta, c'est celui qui est obtenu en appliquant le principe d'incertitude fractale. Et donc déjà, au départ, dans le théorème abstrait de principe d'incertitude fractale, le bêta n'est pas très explicite. Et en plus, là, on s'y ramène par des changements de coordonnées qui ne sont pas non plus très explicites. Donc le bêta, on peut juste dire qu'il dépend de oméga, mais vraiment pas d'une manière très explicite. Et par contre, ce qui va être important plus tard dans la preuve, peut-être pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, c'est que comme n, c'est un multiple de log h, cette quantité-là, c'est quelque chose qui décroît exponentiellement en n. Ça, c'est exponentiel moins bêta n sur 2 rho 0. Ça sera, quand on fera l'argument de théorie ergodique pour conclure, ça sera important que ça soit exponentiel. Ok, alors je m'apprêtais. Alors le principe d'incertitude fractale, en français ça fait c'est pif. Ça veut dire que si je me donne un nu positif, si j'ai deux ensembles x, y inclus dans R, alors là justement c'est en dimension 1, c'est pour ça que le théorème il est restreint aux surfaces, c'est qu'on est ce principe d'incertitude pour l'instant il est connu uniquement en dimension 1. On suppose qu'ils sont nus poreux jusqu'à l'échelle h. Je rappellerai ce que ça veut dire. Alors, la norme si on prend la fonction indicatrice x de h, ça veut dire un voisinage de taille h de x. Là, on met la transformée de Fourier. Et là, on a la fonction indicatrice d'un voisinage de taille h de x, la transformée de Fourier semi-classique, et la fonction indicatrice d'un voisinage de taille h de y. La norme de cet opérateur de L2 dans L2, il est plus petit qu'une certaine puissance de h, et c'est pareil, il existe un bêta. Je pense que ce bêta dépend uniquement de nu. Donc le bêta dépend de nu. Donc en fait, pour savoir qui est bêta, il faudrait savoir... donc, en fait, il va falloir faire, pour interpréter cette inégalité, il va falloir faire apparaître un ensemble nu poreux. Et je pense que si on regarde attentivement la preuve du principe d'incertitude fractale, on doit pouvoir voir comment bêta dépend de nu, mais je suppose que ce n'est pas optimal. Et ensuite, il faudrait savoir là qui est le nu qui apparaît, et le nu va dépendre de l'ouvert oméga. Donc ça, c'est ce que nous a raconté Sémione avant les vacances. Alors, il y a des variantes. Bon, on va utiliser une variante où on prend un petit ρ qui va être inférieur ou égal à 1. Et on va s'autoriser, on continue à supposer que les ensembles sont nus poreux jusqu'à l'échelle h, mais on prend des voisinages, on prend des voisinages de taille h puissance ρ. Donc on prend des voisinages légèrement plus gros. En fait, même dans l'application, ils vont être aussi... Ouais. On peut laisser comme ça. Donc si on prend des voisinages légèrement plus gros, en partant de cette estimée-là, en fait, on peut montrer que on garde presque la même estimée.
Et on perd un petit peu quelque chose, mais qui essentiellement, c'est le nombre de... Si on prend un cube de côté, enfin si on prend h puissance ρ, il va contenir un certain nombre de... Si on prend plutôt un intervalle de taille h puissance ρ, il va contenir un certain nombre d'intervalles de taille h. Et ce nombre, c'est h puissance ρ moins 1. Et puis, comme il y a en fait, voilà, les intervalles de taille h puissance ρ, on les subdivise en plus petits intervalles de taille h, et puis on fait ça 2 fois, et on fait une inégalité triangulaire, donc on perd un petit quelque chose qui est comme ça. Donc ça reste une puissance positive à condition que ρ soit assez proche de 1. Donc ça, c'est une première variante où on prend des... Ça, c'est pour... je vais dire dans une seconde pourquoi on utilise cette variante. Une autre variante, c'est que maintenant, je peux prendre des symboles A et B. Donc A avec un support dans x de h, dans le voisinage de taille ρ de x, et B qui a un support dans un voisinage de taille h puissance ρ de y. Et je vais pouvoir aussi écrire que si je prends la multiplication par A fois la transformée de Fourier fois la multiplication par B, la norme de cet opérateur est pareil, est plus petite que C fois une puissance de h. Ça, c'est une troisième variante. Et enfin, simplement, on conjugue. Comme la transformée de Fourier est unitaire, hein, ici, ça resterait vrai si je conjuguais par la transformée de Fourier inverse. Donc, cette estimée, on peut aussi la comprendre en disant que si je fais un produit entre... Donc si je prends un opérateur de multiplication mais que je le conjugue par la transformée de Fourier, ça devient un multiplicateur de Fourier. Hein. Donc ça devient hop de A de xi. Et l'autre, ça reste un opérateur de multiplication. Donc je multiplie un opérateur qui dépend que de x, et avec B porté par un ensemble poreux, et un opérateur qui dépend que de xi, et avec A qui est aussi porté par un ensemble poreux. La norme du produit des deux opérateurs est forcément petite. Et encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai laissé au tableau là, les définitions des espaces de symboles anisotropes. B de x, il va être dans un espace de symboles anisotrope de type... alors, B de x, il va être mauvais en x, donc ça va être S0 ρ. Donc le B de x, il va avoir un comportement un peu irrégulier par rapport à la variable x, et par contre, il ne dépend pas de xi. Et le A de xi, il a un comportement irrégulier par rapport à la variable xi. Et le produit de ces deux fonctions ne tombe pas dans un espace de symboles acceptable, parce que ρ est proche, il faut se souvenir, ρ, j'ai dit, doit être proche de 1. Donc si je fais A de xi fois B de x, ça appartient à S ρ, mais avec ρ proche de 1. Donc, et ça, c'est un espace de symboles qui n'est pas acceptable, parce que c'est seulement quand voilà, il faut que
c'est jusqu'à ρ égale 1,5 que cet espace de symbole est bon, mais c'est normal, c'est justement parce que cet espace de symbole n'est pas bon qu'on a une chance d'avoir une estimée non triviale comme ça. Alors maintenant, la question c'est... Ah zut, j'ai effacé. C'est pourquoi le produit d'opérateurs, là que j'ai effacé, le produit de qui alpha 0, qui alpha 1 autant 1, pourquoi est-ce que je peux le voir comme quelque chose étant de cette forme? Peut-être qu'il faut que je redise que c'était un ensemble poreux. Ça veut dire que, pour eux jusqu'à l'échelle h, ça veut dire que pour tout intervalle i de taille plus grande que h, il existe un sous-intervalle j. Donc j est toujours un intervalle de taille comparable à celle de i, donc je veux que la taille de j soit plus grande que nu fois i, et donc ça c'est le nu de nu pour eux, tel que j inter x est nul. Évident. Donc je veux que cet ensemble x, il ait des trous de taille assez variée et à peu près uniformément répartis. Il a des trous à des échelles jusqu'à h, et puis ces trous sont à peu près uniformes. Ces trous rencontrent tout ouvert de taille au moins h. Alors, comment je vais faire apparaître un ensemble nu pour eux à partir de la dynamique? Alors, je vais reprendre mon dessin avec des variétés stables et instables. Donc, toujours. Donc là, ce qui va, voilà, toujours, je prends une section de point carré, hein, je projette le flow est transversal au tableau, et je peux toujours supposer que mon ouvert oméga, c'est un petit rectangle, quitte à le rendre plus petit, hein, je peux supposer que c'est un petit rectangle dans des coordonnées qui respectent les directions stables et instables. Donc, la raison pour laquelle on est sur une surface, c'est que sur une surface, donc le fibré unitaire tangent, il est de dimension 3, et ces deux choses-là, les variétés stables et instables sont de dimension 1. Et donc, c'est dans ces coordonnées-là que je vais vouloir essayer d'appliquer le principe d'incertitude fractale. Donc, A, on pourrait supposer que c'est un intervalle de longueur petit a, mettons. Et B, c'est un intervalle de longueur petit b. Donc j'ai A ici et B ici. Et ce qui est connu sur les variétés de courbure négatives, c'est que si je prends, alors je l'ai écrit avec des variétés stables, en fait les variétés stables sont denses. Et même plus précisément, on peut écrire ça de manière uniforme. Donc il existe un grand K.
tel que tout morceau de variété stable de taille plus grande que K va forcément rencontrer oméga. Donc une variété stable, même si je regarde par exemple cette variété stable là, après elle vit sa vie dans la variété, mais il y a toujours un moment où elle va couper oméga. Et à partir du moment où je la suis pendant un temps plus grand que K, elle va forcément recouper oméga. Et même, quitte à prendre K suffisamment grand, je peux même supposer qu'elle recoupe, qu'elle ressort de oméga après l'avoir coupé. Donc en fait, je peux dire que quitte Donc, quitte à prendre K légèrement plus grand que celui de la phrase précédente, et si j'épaissis en fait cette variété stable un tout petit peu dans la direction instable, je vais avoir le dessin suivant, que ce petit rectangle, ce rectangle qui est très long dans la direction stable, mais assez fin dans la direction instable, va couper oméga de cette manière-là. Donc je vais prendre un grand K suffisamment grand et un petit K suffisamment petit. Donc tout rectangle stable fois instable. Bon, je vais l'appeler I et J. Donc I, c'est ce très long morceau de variété stable, et puis J, c'est au contraire c'est une épaisseur suffisamment petite. Donc je supposais que I, il est de taille plus grande que le grand K, et J, il est de taille égale à petit k. Alors je vais dire qu'il va recouper oméga, il va complètement le traverser dans la direction horizontale. Donc intersecte oméga. Donc il retraverse complètement oméga dans la direction horizontale. Donc là, j'avais grand A et grand B. Grand A est de longueur. Le petit A, j'ai besoin de lui donner un nom parce que c'est lui qui interviendra il interviendra dans le nu, dans l'ensemble nu poreux. Donc voilà, ce que je dis, c'est que mon très long morceau de variété stable est légèrement épaissi dans la direction instable, il recoupe oméga complètement. Il traverse complètement oméga transversalement. Alors maintenant, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'applique le flot géodésique à ce dessin pour des temps, on va dire, je vais faire pour des temps positifs. Je vais effacer ça. Donc j'applique le flot géodésique φ
pour des temps positifs. Alors le flot géodésique, il faut se souvenir, il va contracter tout à vitesse exponentielle moins t dans la direction stable, et il va dilater de exponentielle t dans la direction instable. Donc, je vais avoir un dessin qui va devenir comme ça. Donc le phi t de oméga, donc si je désigne phi t de oméga, horizontalement, il va devenir de taille a exponentielle moins t, et verticalement, il va devenir de taille b exponentielle t. Et puis, ce morceau-là, on va dire bleu, que je ne me trompe pas, ça va faire un truc... Bon, ça va... Donc là, dans cette direction-là, il va être plus grand que k exponentielle moins t. Et dans cette direction-là, il va être de taille k exponentielle t. Et les deux ensemble, ils se recoupent comme ça le long d'un rectangle. Donc je vais obtenir l'énoncé suivant. Cet énoncé, il est vrai n'importe où dans le fibré unitaire. Si je me place dans une petite boîte stable-instable de taille assez petite, de taille, je pense, il suffit qu'elle soit suffisamment petite devant le petit k. Donc, à chaque fois, n'importe où dans la variété, si je prends une petite boîte, un petit système de coordonnées stable-instable dans une boîte de taille suffisamment petite devant le petit k, il faut peut-être plus petit que k sur 2, ou je ne sais pas. Donc dans cette boîte, je prends une petite boîte comme ça, et je vais avoir la propriété que à chaque fois, donc je prends donc ça c'est la direction stable et ça c'est la direction instable. À chaque fois que je prends une tranche verticale de largeur plus grande que k exponentielle moins t, alors je sais plus comment. Toute tranche verticale va contenir une tranche verticale. Quand je dis maintenant, c'est la taille, je la mesure uniquement. Mes tranches, comme elles sont toutes très grandes dans la direction instable, elles traversent toute la boîte verticalement. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui se passe horizontalement. Toute tranche de taille horizontale plus grande que k exponentielle moins t contient une autre tranche verticale de taille a exponentielle moins t et qui est contenue dans phi t de oméga.
Voilà, donc à chaque fois, maintenant, voilà, dans ma petite boîte locale, à chaque fois que je me donne, que je prends une tranche comme ça verticale de largeur plus grande que k exponentielle moins t, je sais que je vais avoir une autre tranche à l'intérieur de taille comparable, hein, de largeur a exponentielle moins t, et qui est contenue dans phi t de oméga. Autrement dit, qui ne rencontre pas phi t du complémentaire de oméga. Donc ça c'est une notion de porosité, mais dans la direction stable. Hein, j'oublie, dans ce raisonnement-là, la direction instable n'intervient pas. Donc ce genre de raisonnement, maintenant ça je l'ai fait à un temps t, mais dans les ensembles qui apparaissent dans l'estimé de Diaflot-Gine, en fait, on prend une intersection de plusieurs de ces ensembles, au temps 0, au temps 1, au temps 2, jusqu'au temps n sur 2, ce qui fait qu'on fait apparaître des trous de plein de tailles différentes. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si je prends... Alors, si je prends le complémentaire de oméga, intersecté avec phi 1 du complémentaire de oméga, jusqu'au temps, alors c'était n sur 2 qui apparaissait dans l'estimé, phi n sur 2 du complémentaire de oméga. Cet ensemble, il est nu poreux dans la direction stable. Ça, je ne vais pas écrire la définition précise, mais ça revient finalement à prendre des ensembles qui sont très grands, à regarder la notion uniquement horizontalement. Dans la direction stable. Jusqu'à des échelles. Alors l'échelle, c'est, vous voyez là l'échelle qui est apparue, mon raisonnement il est vrai, si je vais jusqu'au temps, le temps ici va jusqu'à grand N sur 2. Ça veut dire que les échelles qui apparaissent, c'est k exponentielle moins t, donc k exponentielle moins n sur 2. Et le nu, voilà, le nu, c'est le rapport entre la taille du trou et la taille de l'intervalle. Donc nu, c'est quelque chose qui va être comme grand K divisé par petit a. Donc tu vois le nu, d'une part ici, il y a un peu la taille de l'ouvert qui apparaît. Mais le K, il dépend de la vitesse de récurrence du flot eurocyclique. Donc déjà, le nu, voilà, on peut écrire un petit peu comment le nu dépend de l'ouvert, mais ensuite, après, il faut voir ensuite comment bêta dépend de nu. Je pense, parce qu'on fait ça de manière uniforme. Après... on utilise le fait que le temps de récurrence il est uniforme ici. Après, il doit y avoir moyen d'écrire des choses quand c'est pas compact, mais ça va. Bon, le résultat était en principal. C'est pour des surfaces compactes. Oui. Oui, non, ça dit rien du tout. Non, là, le résultat, c'est pour des surfaces compactes et tout. Tu sais si des gens ont réfléchi ce que ça donnerait dans une surface non compacte? Là, on a vraiment utilisé que le temps de récurrence des eurocycles, et on peut le considérer comme étant uniforme. Donc après, voilà, sur des surfaces non compactes, il faudrait déjà régler ça. Il y aurait probablement... Ouais, il y aurait probablement pas mal d'autres petits problèmes techniques, je sais pas, mais je pense pas que ça. J'ai pas l'impression que ça pourrait être utilisé pour dire quelque chose sur la fuite à l'infini.
il faudrait de toute façon, à mon avis, si on voulait écrire quelque chose pour des surfaces non compactes, il faudrait peut-être déjà supposer que qu'il n'y a rien qui peut. Je ne sais pas, en fait, bon, pas clair. Voilà, et donc là, là j'ai dit que c'est pour le complémentaire de oméga, c'est simplement parce que être contenu dans φ de oméga, c'est la même chose que ne pas rencontrer φ du complémentaire de oméga. Hein, donc si je veux l'écrire sous cette forme-là. Alors là, je l'ai écrit pour un seul, je l'ai écrit pour oméga, mais d'une manière générale, comme j'ai supposé que ça marche aussi pour... ouais. Je pourrais aussi prendre un nombre fini d'ouverts et leurs itérer, ça marcherait pareil. Ce qui est important, en fait, c'est que c'est à la fois que l'ouvert soit non vide et que son complémentaire soit non vide, quoi. Et alors ici, il faut se souvenir ce que vaut n. J'avais dit quoi? N, c'est n sur 2, c'est ρ 0. C'est ρ 0 log h. Et donc ça, c'est quelque chose qui est d'ordre h puissance ρ 0. Donc si je repars des opérateurs qui apparaissaient dans l'estimé de Dyatlov-Jean, je vais l'écrire toujours de manière symétrique en temps, aller du temps moins n sur 2 au temps plus n sur 2. Alors c'était comment? C'était n sur 2 moins 1. Alors, un petit peu comme ce que j'avais fait tout à l'heure dans le principe d'incertitude entropique, je vais écrire ça comme un produit. Je vais diviser, je vais regarder ce qui se passe du temps. Là, j'ai le temps 0. Ici, j'ai le temps 0 à moins n sur 2. Et ici, j'ai le temps 0 à plus n sur 2. Donc, je regarde ces deux bouts. Et celui-là, j'ai envie de dire que c'est... Alors, ici, quand je vais vers des temps positifs, je vais me retrouver avec des ensembles qui sont poreux dans la direction stable, et quand je vais dans les temps négatifs, je vais me retrouver avec des ensembles qui sont poreux dans la direction instable. Ah oui, mais alors toujours l'histoire que quand on compose la fonction indicatrice par φ t, ça applique φ-t à l'ensemble. Donc en fait, c'est dans l'ordre inverse. Donc le support de cette fonction, si je ne dis pas de bêtises, il est poreux dans la direction instable. C'est parce qu'en fait, voilà, ça c'est φ t de oméga, c'est sa fonction indicatrice, c'est la fonction indicatrice de oméga composée avec φ-t. C'est pour ça que... Et lui, j'ai envie de dire que c'est A de B, et le support de B est poreux dans la direction stable. Donc ça commence un peu à ressembler au principe d'incertitude. Donc j'ai, si je regarde mes coordonnées locales, stable, instable.
On fait tout le... Je n'ai pas regardé à ce point-là de détail, mais je pense qu'on fait tout ça localement dans chaque... on recouvre... Oui, en fait, ce que j'ai dit, c'est là j'ai fait le raisonnement avec tout le temps le même ouvert, mais on peut le faire avec un nombre fini d'ouverts. Le même raisonnement, si je prends un nombre fini d'ouverts, l'important c'est que l'ouvert soit non vide, le complément. Donc là, en fait, finalement, effectivement, on va l'appliquer à... On va appliquer... Oui, peut-être je peux l'écrire comme ça. On va appliquer le raisonnement à des ensembles qui sont de cette forme-là. Et les alpha i, c'est soit rien, soit complémentaire, quoi. On peut mettre à chaque fois, je peux soit prendre oméga, soit oméga complémentaire et refaire la même chose. En fait, si alpha 0 c'est 1, si alpha i c'est 1, je prends oméga, et si alpha i c'est 2, je prends le complémentaire. Effectivement. Voilà, donc là, le dessin, il est comme ça, donc je fais ça effectivement, je recouvre ma variété par un nombre fini de boîtes stables, instables où j'ai cette image. Et ce qui se passe, c'est que je veux me ramener au principe d'incertitude pour la transformée de Fourier qui était énoncé au départ en x et psi. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais vouloir faire un changement de coordonnées symplectique pour me ramener de cette image à celle-ci. Enfin, je peux... Et du coup, le A, alors si je ne dis pas de bêtises, le A, il va se retrouver, par ces coordonnées-là, il va se retrouver comme un A de xi. Et le B, il va se retrouver comme un B de x. Et après, ce changement de coordonnées symplectique, donc qui est un coordonné dans l'espace des phases classiques, au niveau des opérateurs, il peut se réaliser, ça c'est une théorie que je n'ai pas du tout introduite, hein, mais c'est assez standard. Enfin, il peut un changement de coordonnées symplectique dans l'espace des phases classiques, au niveau des opérateurs, il peut se traduire par ce qui s'appelle un opérateur intégral de Fourier, que je peux rendre unitaire, en tout cas que je peux considérer comme étant unitaire à un petit reste qui tend vers 0 près. Donc au niveau des opérateurs, ça se traduit par des conjugaisons par des unitaires. Donc au niveau quantique, ça va se traduire par des conjugaisons par des opérateurs intégraux de Fourier unitaires. Donc qui ne change pas les estimés de normes. Donc ce dessin-là, en fait, je peux le ramener vraiment à l'énoncé d'origine. Alors dans l'article de Dyatlov et Jean, où on est en courbure constante, ces coordonnées symplectiques, elles sont C infini. Ça c'est important. Enfin, c'est important en tout cas qu'elles soient Cn avec n assez grand, parce que on a déjà vu quand on a fait le théorème de Calderon-Vaillancourt, on a toujours besoin d'utiliser des dérivés. Donc, quand on est en courbure constante égale à -1, ce changement de coordonnées, en fait, il est C infini, et donc on peut même, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont vraiment écrit des formules dans l'espace hyperbolique, ils ont vraiment écrit ce changement de coordonnées à la main. Par contre, dans la version courbure variable, là où Stéphane a participé, en fait, dans ce cas-là, le changement de coordonnées, il n'est pas C infini, hein, puisque les variétés stables les distributions stables et instables, en fait, leur dépendance par rapport au point base, elle est peut-être C1 plus epsilon, quelque chose comme ça. Et ça,
il faut vraiment des coordonnées C infinies pour que les choses se passent bien. Donc en fait, si j'ai bien compris, hein, tu me dis Stéphane si je raconte mal, mais leur changement de coordonnées, il ne redresse pas exactement, il est tangent, on choisit un point base, en ce point-là, il est tangent aux variétés stables et instables, il ne redresse pas exactement les variétés stables et instables, mais comme on sait que les variétés stables et instables sont C1 plus epsilon, on peut estimer l'erreur qu'on fait en faisant ça. Mais clairement, le fait de ne pas pouvoir faire ça de manière C infinie doit être traité dans le cas de courbure variable. Et l'autre chose, et je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui, c'est que dans le cas surface hyperbolique, au moment où on fait ce changement de coordonnées, donc j'ai dit que Dyatlov et Jean, ils ont vraiment écrit explicitement le changement de coordonnées. Ils se sont retrouvés, on trouve non pas la transformée de Fourier, mais on trouve une autre transformée intégrale que je vais écrire, parce que les gens qui ont l'habitude des variétés hyperboliques, ça va peut-être leur parler. Donc en fait, ils ont écrit, au lieu de la transformée de Fourier, dans le principe d'incertitude fractale, ils se retrouvent avec un autre opérateur qui s'écrit comme ça. Donc ça, c'est la partie phase oscillante qui remplace le exponentiel x i x sur h de la transformée de Fourier. Bon, il y a une fonction test. Donc f, en fait, ici, c'est une fonction sur le bord du disque hyperbolique, donc sur S1. Cette fonction test, elle est portée loin de la diagonale, donc elle évite le lieu qui serait problématique où y égale y'. Et ça, voilà, ce qui est important, en fait, c'est qu'on a une phase oscillante. Bon, j'ai écrit la formule d'une part parce que Semyon-Dyatlov, elle apparaissait dans ces transparents, et par ailleurs, pour ceux qui ont fait de la géométrie hyperbolique, ça évoque peut-être des choses. Mais donc, en fait, il se retrouve avec un principe d'incertitude où, à la place de la transformée de Fourier, on a plus généralement un opérateur de cette forme-là avec une phase oscillante. Ce qui est important, c'est que la dérivée seconde de la phase soit non nulle. Et donc, en faisant ce redressement de coordonnées, on peut vraiment se ramener au principe d'incertitude tel que je l'avais énoncé à l'origine, sauf qu'au lieu de la transformée de Fourier, on a cet opérateur B, et ça permet de montrer que la norme de cet opérateur elle est plus petite que H à une certaine puissance. Et donc la prochaine fois, il faudra que je dise comment on conclut après, comment à partir de ça, on peut conclure que la mesure de oméga est non nulle. Voilà, je vous remercie.